Ok. Alors, donc je me représente. Donc moi c'est Emilien Réau. Je vais vous présenter les réseaux alternatifs avec Nicolas Lefranc. Donc on est tous les deux en RAR 14. Moi je travaille à TTOM, c'est une société de transit maritime sur la zone portuaire. Et Nicolas il travaille à Avenel, c'est une société de câblage électrique. On est tous les deux au service info. Voilà. Donc aujourd'hui ce qu'on va vous présenter c'est les réseaux alternatifs. Donc c'est des réseaux cryptés. Donc ici, on peut voir la part des réseaux Deep Web et Darknet. Donc, en noir, ce qu'on voit, c'est le Clear Web, donc le Internet auquel vous accédez tous les jours, Google, etc. Et c'est les pages qui sont référencées sur des moteurs de recherche. Ça représente que 5% du réseau général. 95%, on appelle ça du Deep Web, c'est des pages qui ne vont pas être référencées sur les moteurs de recherche. Donc, ce n'est pas forcément anonyme, hein. Ça va être des pages qu'on peut accéder par mot de passe ou des fichiers accidentellement accessibles qui ont été mis à disposition par des entreprises ou des caméras IP qui ne seraient pas sécurisées sur Internet. Dans le Deep Web, vous avez aussi les trackers privés, comme par exemple pour télécharger du torrent ou des choses comme ça. Vous allez aussi avoir par exemple des sites personnels non référencés. Si moi, avec Nicolas, je décide de créer un site web sur n'importe quel sujet et que je choisis de ne pas être référencé sur Internet, je suis dans le Deep Web. Mais dans cette part de Deep Web, on va avoir les réseaux, donc les Darknet, pas le Darknet, donc c'est des réseaux qui, eux, vont permettre d'accéder à des données uniquement si on est connecté à ce logiciel-là. Donc voilà. Et donc ça va représenter environ 20% du Deep Web, ça va être les Darknet. Ce qu'il faut bien noter, c'est que dans les Darknet, voilà, c'est un contenu qui est exclusif, qui n'est pas accessible normalement par le Clear Web, qui est via un soft d'anonymisation. C'est ça. Donc, alors les Darknet, c'est quoi? Alors, on en a tous entendu parler, surtout dans le contexte politique actuel, avec l'image donnée par les médias, avec les récents attentats en France. C'est vrai qu'il y a une certaine stigmatisation. Les Darknet, c'est tort. Les Darknet, c'est la vente d'armes. C'est la drogue, c'est la pédopornographie. Tout ça, c'est vrai que les différents médias ont tendance à nous le servir, à nous le resservir. Je ne vais pas dire que c'est faux, c'est pas faux. Le gouvernement français souhaite notamment interdire Tor, mais c'est aussi autre chose. Les Darknet, c'est un Internet qui est proche de l'Internet des années 90, qui est totalement libre, sans aucune censure. C'est ça qui fait qu'on y trouve parfois des contenus illégaux, on va dire, ou des contenus qu'on ne souhaiterait pas trouver. L'intérêt en tant que professionnel de l'informatique, il y en a deux. C'est une source dont il est important de connaître l'existence parce que pour par exemple se documenter, je veux dire si on fait partie d'une boîte de pentester, qu'on fait de la sécurité, on ne peut pas espérer trouver des failles ou trouver des exploits en utilisant que le Clear Web, que les listes qui sont publiées officiellement par Kaspersky, par Symantec. Il faut savoir aller chercher un petit peu plus loin, et aller chercher un petit peu plus loin, c'est aussi savoir chercher là. C'est ça, on va retrouver la plupart des forums des hackers, on va pouvoir les retrouver sur des réseaux Darknet, quoi. Voilà, puisque là, il y a vraiment des informations en brut. C'est aussi important en tant que professionnel de l'informatique, donc ça c'est une part qu'on abordera à la fin, c'est de savoir s'en protéger, parce qu'on a la responsabilité sur notre SI de ce qui s'y passe, et voilà, c'est une façon de le contourner, donc on va en parler un petit peu après, mais c'est important de voir cet aspect-là. Tout de suite, on va voir les principaux acteurs qu'on va pouvoir trouver sur les Darknet. Donc on a le plus connu, ça va être Tor, The Onion Router. Donc on va vous expliquer un petit peu ce que c'est que du routage en oignon. On va voir I2P, c'est The Invisible Internet Project. Donc ça c'est un autre réseau. Et enfin on va voir Freenet qui lui est un petit peu différent, The Free Network Project. Lui, il est un petit peu différent, on va voir ses spécificités un petit peu plus tard. Et après, on va voir les outsiders comme Jap, Mute, Haystack, qui vont être des réseaux un peu moins connus et qui ne représentent pas forcément plus d'intérêt que ça à les présenter aujourd'hui. Voilà, ce soir, on va pas en parler si on s'arrêtait un peu lourd, mais... Donc voilà, ça il faut bien comprendre, c'est que c'est séparé d'Internet. Ça va être bien des couches supplémentaires qu'on va rajouter sur Internet. Ce qu'on va vous des couches de routage supplémentaires. Hein. Donc ça ne remet pas en question Internet tel qu'on le connaît, les communications de routeur à routeur, le système IP, tout ça. C'est vraiment une couche supplémentaire. Voilà.
Alors, tout de suite, on va commencer par parler de Tor, qui est le plus connu, que vous devez tous connaître, tous avoir déjà peut-être lancé une fois pour voir. Et donc on va voir d'abord comment ça fonctionne au niveau du routage, comment ça fonctionne pour que ce soit chiffré et qu'on ne puisse pas savoir qui envoie quoi. Et on va finir par vous peser le pour et le contre, les avantages et les inconvénients de ce réseau par rapport à ses concurrents. Voilà. Alors voilà, ça c'est ce qui se passe quand on lance Tor. Ça se présente comme un navigateur. Donc on lance un logiciel qui se connecte au réseau. Et la deuxième étape, c'est qui lance ça. Voilà, c'est sur une base Firefox. Donc pour ceux qui connaissent, l'interface ressemble beaucoup. Ça va permettre d'accéder non seulement au Clear Web, donc à tous les sites conventionnels, google.fr, etc., mais aussi aux sites en .oignon qui sont spécifiques à ce réseau. Comment ça fonctionne? Alors, il y a quelque chose à bien comprendre, c'est le concept de nœud. Les nœuds Tor, ce sont des sortes de serveurs qui sont publics. On peut récupérer la liste assez facilement. Lorsqu'on lance un client Tor, il va récupérer cette liste de nœuds donc, pour pouvoir faire transiter des informations à travers le maillage de ce réseau. Et lorsque un client va chercher à contacter un serveur, il va générer un chemin aléatoire à travers ces nœuds, voilà, par exemple, pour faire une première communication. Si notre serveur cherche à répondre à notre client, il va utiliser le chemin inverse et il va pouvoir répondre à notre client. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos chemins, nos sauts entre chaque nœud, ils sont temporaires. C'est une durée qui est supérieure à une dizaine de minutes. Et que si on cherche à accéder à la même donnée plusieurs fois, on va toujours utiliser le même chemin pour les allers-retours. À partir d'un moment, ce chemin va changer. Peut-être que ça va prendre plutôt ce chemin-là pour accéder au serveur A. Par contre, au même moment, si on accède à une deuxième donnée, là, on va de toute façon prendre un chemin différent. Ce qui est très très important, et c'est pour ça qu'on va le comparer à I2P tout à l'heure, c'est que dans Tor, on communique de manière bidirectionnelle. C'est-à-dire que la donnée prend le même chemin retour que le chemin aller. C'est ce qui fait une des failles de ce réseau. Alors Nico vous a montré comment ça fonctionnait au niveau du routage, mais je vais vous parler au niveau du chiffrage, comment ça fonctionne. J'ai essayé de faire fonctionner ça. Rouge. Ok, ça marche. Alors, donc ici, on peut voir notre source qui veut envoyer un paquet à notre destination. Donc là, tout de suite, son paquet, il est en clair. On a remis à plat notre maillage. Hein. Là, nos nœuds A, B, C et D, c'est notre grille de tout à l'heure, mais on les a remis, on a supprimé les nœuds par lesquels on ne passe pas. Donc ça, c'est bien notre source qui a décidé du chemin par lequel elle est passée. Donc, il a connaissance de chacun des routeurs qui se trouvent sur son chemin. Chaque routeur dispose de sa clé privée et émet sa clé publique. On va avoir notre paquet et donc là, on va voir ce que c'est que le cryptage, le chiffrage en oignon. C'est-à-dire que le paquet va être d'abord encrypté une première fois avec la clé du routeur D. Une fois ce paquet encrypté, on va l'encrypter avec la clé du routeur C, puis celle du B, puis celle du A. Et donc ici, on va voir notre oignon, notre couche de cryptage successive. On va vouloir envoyer notre paquet, il va arriver au point A, et la dernière couche de cryptage, c'était le point A. Du coup, le routeur A va pouvoir décrypter la première couche du paquet, avec ce qui va l'envoyer à B, qui va pouvoir décrypter la couche B, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la destination, où là, entre D et la destination, le paquet va arriver en clair. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'ici, à la fin, on va avoir une autre faille de sécurité, c'est qu'on va avoir entre le point D et la destination le paquet qui va transiter en clair. Mais entre les autres points, c'est impossible de décrypter, pratiquement impossible, et ça empêche l'attaque man in the middle qui ne pourra pas se produire puisque le paquet sera toujours crypté entre chaque saut. Si quelqu'un, par exemple, intercepte un paquet entre B et C, il n'aura connaissance que des autres B et de l'autre B et de l'autre C. Il ne saura pas d'où il vient dans le réseau ni où il va. Concernant le paquet en clair, il faut savoir aussi, c'est que les nœuds de sortie du réseau Tor sont des cibles privilégiées des organisations gouvernementales, par exemple, ou de quelqu'un de mal intentionné qui souhaiterait écouter tout le trafic qui rentre et qui sort. Mais ça ne compromet pas l'anonymisation. On a le trafic, mais on ne sait pas à qui il est destiné. Voilà.
passer aux avant. Non, j'avais déjà passé. Non, c'est bon. Non, touche. Non, c'est bon. Laisse-moi. Ok. Ensuite, donc, on va voir les avantages et les inconvénients. Donc, le plus gros avantage, c'est que c'est très répandu comme réseau. Donc, on va avoir beaucoup de nœuds d'entrée et de sortie. Et donc, ça va assurer une qualité de navigation qui est assez bonne, assez proche de celle d'Internet. C'est-à-dire qu'on va avoir des bons débits et des gros routeurs qui vont assurer le trafic. On a un financement important parce que notamment c'est beaucoup utilisé par les journalistes qui, quand ils sont en mission à l'étranger, ils vont avoir besoin de ce réseau-là. Donc on va avoir beaucoup d'organisations qui financent ce projet-là, qui le maintiennent à jour. On a donc plus de 7000 nœuds publics, comme je vous disais avant, beaucoup de nœuds, beaucoup de travailleurs qui... Il y a beaucoup de développeurs qui travaillent dessus, ouais, donc c'est régulièrement mis à jour, c'est pas un projet qui dort. Et ensuite, dans les inconvénients, ce que vous a expliqué Nico avant, c'est qu'il y a beaucoup de nœuds publics et donc il y a beaucoup de points de sortie où on peut venir écouter le trafic. Donc ça, c'est assez embêtant. Voilà. Donc ça fait que c'est compromis assez facilement, entre guillemets. Il faut quand même être une organisation gouvernementale. Surtout, n'importe qui peut devenir un nœud public. Donc c'est assez facile de créer des faux nœuds qui servent à écouter le trafic. Et en ayant la connaissance ou le contrôle d'une bonne partie des nœuds pour aller d'un chemin A à un chemin B, on a tout le trafic aller-retour. Il reste que quelques couches de cryptage à casser. D'ailleurs, il y a eu 115 faux relais. C'est ça, ouais. 115 faux relais recensés par le réseau Tor en lui-même. Ils ont fait un post en 2014 qui disait qu'ils avaient détecté plus de 115 faux relais qui analysaient la donnée. La réalité, c'est qu'il y en a certainement plus. Ouais. Dans les avantages aussi, c'est que ça génère assez peu de charges réseau supplémentaires, Tor. Du coup, de son fonctionnement, du coup, c'est pas très facile à détecter en termes de données. C'est ça. Moi, du coup, je vais vous parler d'I2P ensuite. Alors là, ça va être un petit peu la partie qui va être un petit peu plus lourde à comprendre. Il y a des notions importantes sur lesquelles je vais appuyer au début que je vais réutiliser. C'est important de comprendre ça. Enfin, je vais d'abord expliquer le fonctionnement, ensuite le principe d'anonymisation, les avantages et les inconvénients, exactement comme pour Tor. Alors, comment ça se présente, I2P? I2P, c'est quoi déjà? Quand on lance I2P sur une machine, on lance un routeur. On lance un routeur I2P. Lorsqu'on cherche à accéder à ce réseau I2P, on a besoin de configurer notre navigateur pour qu'il utilise ce routeur comme proxy. Le routeur n'est pas forcément sur la même machine que le PC qui accède à Internet. Ça peut être une machine dédiée qui sert de routeur I2P. Il va permettre, exactement comme pour Tor, à accéder à des points Onion, à accéder à des adresses en point I2P. Il va permettre aussi d'accéder au clear web, exactement comme pour Tor. Il y a quelque chose de très très important à comprendre dans I2P, c'est que chaque routeur a exactement le même statut. Ce qui veut dire que quand vous devenez un routeur I2P, vous êtes aussi un point d'entrée, un point de sortie vers Internet et vers un darknet. Et voilà. Alors, le fonctionnement d'I2P. Lorsqu'on démarre I2P sur une machine, I2P va créer des tunnels, un certain nombre de tunnels entrants, un certain nombre de tunnels sortants. Ces tunnels, on les voit ici, des tunnels entrants, et ici, des tunnels sortants. Pour pouvoir créer ces tunnels, dont je vais détailler plus tard le fonctionnement, il a besoin de demander la route de ces tunnels. Pour demander la route de ces tunnels, il va demander à un serveur Flutefill qui héberge ce qu'on appelle la Network Database. C'est une sorte de table de routage, en fait, exactement comme pour un routeur, qui donne les chemins à suivre pour pouvoir aller d'un point A à un point B. Ce qui est important dans I2P, c'est que c'est un réseau autonome qui est auto-adaptable et qui est auto-généré. C'est pas comme pour Tor avec son système de nœuds qui a besoin de serveurs fixes pour pouvoir fonctionner. À chaque fois que des nouveaux routeurs I2P sont lancés, le réseau s'étend et s'adapte. Donc les trois notions à bien comprendre, c'est la notion de routeur, tout le monde a le même statut et qui peut être un point d'entrée, un point de sortie. La notion de tunnel, qui a une durée de vie limitée, qui est relativement courte, inférieure à 10 minutes, qui sont créés dynamiquement et renouvelés en permanence, que chaque routeur a de nombreux tunnels entrée-sortie, et le rôle du Flutefill, donc là j'y viens, qui est d'une certaine façon la base de données distribuée. Alors, pourquoi est-ce qu'il a exactement le même symbole? C'est parce que n'importe quel routeur peut devenir un serveur Flutefill à n'importe quel moment. C'est-à-dire que si vous, sur votre machine, vous avez la charge réseau et la puissance nécessaire pour pouvoir accueillir ce rôle, s'il y a besoin d'un serveur Flutefill supplémentaire, vous allez automatiquement le devenir. C'est l'algorithme qui génère ça. On estime qu'il faut 3 à 5 Flutefill qui hébergent la Network Database pour 10 000 routeurs.
Alors la composition d'un tunnel maintenant en fait. La composition d'un tunnel, c'est une succession de sauts entre le routeur source et des routeurs intermédiaires et le routeur de destination qui va créer un point de sortie à ce niveau-là. La tunnel entrant, c'est exactement la même chose. C'est un point d'entrée, une succession de sauts et le routeur de destination. Donc ça, c'est généré en grande quantité sur chacun des routeurs. Ce qu'on va chercher à faire maintenant pour pouvoir envoyer un paquet d'un point A, ici, et de le faire aller ici, c'est à connecter ce point de sortie à ce point d'entrée. Pour ça, à nouveau, on va chercher à interroger le serveur Fluidfield ici, qui va nous donner le chemin. Alors, il va nous donner le chemin, et du coup, on va pouvoir connecter notre point d'entrée. À partir de ce moment, notre paquet peut aller d'ici à ici. Quelque chose qui est très très important et qui fait la force d'I2P, c'est que c'est un chemin unidirectionnel. Ce qui fait que si la destination doit répondre à la source, il va recréer, lui, son propre chemin pour le sens retour. Donc là où ça crée un processus d'anonymisation, c'est que quand on reçoit un paquet, on l'accuse pas, on l'accuse par une route différente. Du coup, quelqu'un qui sniffe le paquet, il en a qu'une partie, il ne peut pas vraiment justifier et savoir si le paquet qui a été envoyé de A à I, ici, lui était vraiment destiné, puisqu'il accuse par un chemin différent. Ça rend en fait le fonctionnement des attaques man in the middle vachement plus difficile, puisqu'on ne sait pas si le paquet vraiment était destiné à ce PC-là ou pas. Alors au niveau de l'encryptage, là on retrouve un petit peu le fonctionnement de Tor. Donc ici on a notre tunnel sortant, qui était en haut, et ici on a notre tunnel entrant, qui était en bas. Donc c'est une succession de sauts de routeurs. Entre chaque routeur qui constitue notre tunnel, il y a un encryptage ici. Il y a une deuxième couche de cryptage qui correspond à l'ensemble du tunnel. Et il y a une troisième couche de cryptage qui correspond au paquet pour sa transition du point de source au point de destination. Donc, si jamais on intercepte un paquet à un endroit, on comprend ici que c'est relativement difficile de casser les couches successives de cryptage, sachant qu'en plus, n'ayant pas la route du serveur Fluidfield, on ne peut pas vraiment savoir où est-ce qu'il allait, ni par quelle route est-ce qu'il doit revenir. Les avantages. Alors, le gros avantage d'I2P, c'est que c'est un réseau qui est auto-distribué, auto-organisé. Il grossit, il évolue, contrairement à Tor et son système de nœuds. Il n'y a pas besoin de master, en fait. Voilà, il n'y a pas besoin de système en dur. C'est un trafic qui est unidirectionnel. Donc là, c'est pareil, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On n'a pas le sens retour, on ne sait pas l'accuser des paquets. Contrairement à Tor qui gérait que le TCP, ça gère aussi le protocole UDP. Dans les inconvénients, c'est que du coup ce nombre de sauts et ces différentes couches d'encryptage et la complexité pour un paquet pour faire un aller-retour, ça génère beaucoup de charges et donc c'est beaucoup plus lent. Malgré le fait qu'on considère qu'il y a environ 200 000 routeurs I2P à travers le monde, malgré le grand nombre de routeurs, ça génère un réseau beaucoup plus lent. Ok, maintenant on va parler de Freenet, le dernier qu'on va évoquer. Donc lui, il est un petit peu différent des deux autres réseaux qu'on a vus avant, parce que celui-ci, il est exclusivement fait pour du stockage. Donc le réseau, il va permettre de stocker des grandes quantités de fichiers, des fichiers très lourds, de plusieurs gigas, voire dizaines de gigas, et il va permettre de les récupérer de manière très rapide, enfin de subir des très grosses charges réseau instantanées. Donc voilà, pareil, on va faire le même topo, quoi. Je vais vous expliquer le fonctionnement, la sécurité, après on fera les avantages et les inconvénients. Ok, donc ça se présente comme ça. Donc c'est un logiciel qu'on installe en dur sur notre ordinateur. Et à la même manière qu'I2P, chaque ordinateur va automatiquement devenir un nœud, un routeur. Ici, on peut voir qu'on va pouvoir récupérer son fichier directement dans le champ comme ça. Donc ça va être comme ça, on va créer son fichier, on va venir le récupérer. On va voir en détail le fonctionnement. Alors, c'est là où ça devient marrant. Il faut mon petit pointeur. Comme on voit, ici, là, c'est nous. C'est notre réseau Freenet qu'on vient de créer. On vient de lancer le logiciel. Automatiquement, au démarrage, il va nous demander de configurer un espace de stockage sur notre machine. Mais ça ne va pas être notre stockage à nous, où on va mettre nos fichiers. On va héberger des parties de fichiers d'autres personnes. Et nous, quand on aura le même espace de stockage, mais qui sera réparti chez tous les autres. La particularité de Freenet, c'est que c'est un réseau dit de confiance. C'est-à-dire que les paires auxquelles on va se connecter, donc les nœuds, on va les choisir. Et le but, c'est d'avoir des nœuds de confiance. Des gens, par exemple, moi, je vais faire confiance à Nico
Et donc je vais me connecter à son nœud et je sais physiquement dans la vraie vie que Nico va pas analyser mon trafic réseau parce qu'il est gentil. Et donc forcément, en connectant que des gens en qui on a confiance, on sait qu'autour de nous, personne décrypte notre réseau. Cette personne-là, elle va faire pareil avec les siens. Elle va connecter que des amis. Et c'est comme ça que tout le réseau, théoriquement, doit se mailler. Après, moi, demain, si je me rajoute là et que j'ai pas d'amis, ça va aller contacter au hasard un des serveurs pour se connecter. Mais la manière sécurisée d'utiliser, c'est d'être connecté directement à nos amis. L'autre avantage du réseau, c'est que moi, je ne connais que mes pairs. Je n'ai aucune idée de ce qu'il peut y avoir du routage et de la manière, ni de l'IP de ma destination. Je vais envoyer mon paquet et chaque serveur, chaque nœud qui est plus loin va envoyer son paquet vers le bon endroit. Ensuite. L'inconvénient de ça, c'est que par exemple, on ne peut pas stocker de site dynamite. On ne peut pas espérer héberger une plateforme de vente dans Freenet parce que lorsqu'on télécharge un site sur Freenet, ça va être un site de documentation, il a une version et elle va être incrémentée au fur et à mesure qu'elle est modifiée. À chaque fois qu'elle sera mise à jour, il y aura une version nouvelle qui sera redéployée sur le réseau de ce site web-là. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de la disponibilité des fichiers et des charges réseau. C'est là où c'est tout l'avantage. C'est-à-dire que vu que ça fonctionne sur le modèle du peer-to-peer, quand je vais vouloir stocker un fichier et que beaucoup de gens vont le réclamer, donc par exemple, lui, il va me réclamer mon fichier, donc le fichier sera stocké ici et ici. Et plus on va le demander, plus il sera stocké à un endroit et plus il sera disponible. Et donc, en fait, automatiquement, le réseau s'autogère. Plus on a besoin d'accéder au fichier, plus il sera disponible sur le réseau et plus il sera facile de le récupérer. À l'inverse, moins le fichier est demandé, plus il sera effacé un petit peu partout. Et donc, ça garantit que les fichiers sont vraiment disponibles très rapidement. Et si demain, éventuellement, un leak sort d'une base de données ou autre chose comme ça, il va être disponible, il va être ineffaçable. Et en plus, il sera disponible, on pourra le télécharger à une vitesse très correcte depuis beaucoup d'endroits. La grosse différence avec les deux autres, c'est que ce n'est pas vraiment un réseau d'anonymisation, c'est surtout un réseau sur lequel on ne peut rien censurer. Si on décide de supprimer un fichier, si le fichier est beaucoup demandé, ce sera totalement impossible. Voilà, le fichier reste en place même quand la source disparaît. Si l'autre qui a créé le fichier, si par exemple moi je sors du réseau Freenet, et tous mes camarades autour ils gardent le fichier et tant qu'il y a encore des gens qui le veulent, le fichier ne sera pas supprimé. Au niveau du cryptage, il y a une seule couche dans le cryptage pour les communications. Donc là, on n'est plus dans un cryptage en oignon. Il est déjà plus facile à casser. Voilà, c'est ça. Son atout, c'est pas du tout le cryptage. D'ailleurs, en parlant des atouts, on va parler des avantages et des inconvénients. Donc, comme je vous disais, ça peut répondre à une très grosse demande, Freenet. Ça garantit la sécurité des fichiers. Comme je vous ai expliqué, c'est pratique. Tant que le fichier est demandé, il n'est pas effaçable. On peut stocker des fichiers de très grande taille, donc de plusieurs dizaines de gigas, contrairement aux autres réseaux qui sont adressés plutôt à des fichiers de quelques kilooctets. Ici, on va pouvoir stocker des fichiers vraiment très larges. Et les inconvénients, c'est que si on n'a pas de personnes de confiance dans notre réseau, il va contacter au hasard les autres nœuds, et du coup, ça va devenir très très lent, et ça va être très difficile d'utilisation. Et les fichiers qui ne sont pas nécessaires, que personne en veut, si moi demain je les veux, ça va être très très difficile parce qu'il va y avoir certainement qu'un seul pair qui va disposer des fichiers. Du peer-to-peer. Voilà, c'est ça. Et le chiffrage est faible, donc ça veut dire que ça peut être facilement compromis si si la majorité des gens dans notre réseau ne sont pas de confiance, on peut tomber sur des pairs mal intentionnés. Voilà. Alors maintenant, on va expliquer comment se protéger de ces trois réseaux en tant que DSI dans son entreprise, par exemple, sachant qu'on est obligé de garder une traçabilité des fichiers. Des logs sur 6 mois. De 6 mois. Et donc, typiquement, ces réseaux-là vont nous empêcher de loguer le trafic Internet de ces personnes-là. Donc, on va avoir des outils comme le premier, ça va être le blocage des connexions cryptées dans son entreprise. Ça, c'est une manière, mais ça empêche de faire 90% d'Internet. Si on n'a plus d'HTTPS, on n'a plus rien de trafic crypté. Donc à ce moment-là, le réseau, c'est sûr, les réseaux ne marcheront plus.
Ensuite, on va voir par exemple la mise en place d'un proxy qui lui va nous permettre de voir un petit peu ce qui se passe sur le réseau et ça va nous permettre de bloquer plus facilement des nodes publiques. Là, ça permet d'être adaptable. Par exemple, si on voit qu'il y a beaucoup de trafic sur une IP, on peut la bloquer progressivement, mais ça fonctionne encore à peu près dans le cas de Tor où il y a une liste de nodes publiques qui se met petit à petit à jour. Par contre, dans le cas d'I2P où il y a des millions d'IP publics qui sont des routeurs potentiels, c'est complètement impossible et pareil pour Freenet. Voilà, exactement. La dernière méthode qui va être possible d'utiliser, ça va être le DPI, Deep Packet Inspection. Donc ça, c'est souvent utilisé sur les UTM. Ça va permettre de désencapsuler le paquet, et de regarder le contenu et de vérifier que le contenu du paquet correspond au protocole utilisé. Ça pose souvent des problèmes, par exemple avec les banques qui en ont marre des entreprises qui mettent des outils comme ça. C'est hors de certificat de manière générale. Voilà, ça crée, comme vous avez pu le voir souvent au CESI, où il y a cet outil qui est en place, ça amène des paquets non complets, des exés qui ne marchent pas, des hashes qui ne sont pas vérifiés, des sites de banque qui ne marchent pas. Voilà, des choses comme ça. Donc en conclusion, c'est très compliqué de bloquer ce genre de réseau en entreprise. Et le mieux, ça reste la prévention auprès des utilisateurs concernant ces sujets, quoi. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Est-ce que vous avez des questions ?